Dans ce journal, le Premier ministre décortique la population du plateau central. Paul Kaba-Thieba a insisté sur les points saillants du PNDS qui devraient contribuer à relever l'indice de développement durable au Burkina Faso. Nous parlerons également dans ce journal de la rentrée universitaire 2016-2017 au Burkina Faso avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Filiga Michel Savadogo. Avec lui, nous évoquerons aussi les points d'accord obtenus à l'issue des négociations gouvernement-syndicat des enseignants du supérieur. Bonjour à tous. Et merci de suivre ce Midi Magazine, un excellent appétit si vous êtes à table. Le Premier ministre poursuit ainsi sa tournée d'explication du plan national de développement économique et social à travers le pays. Le chef du gouvernement était à Zignaré hier 30 septembre pour présenter le PNDS aux populations du plateau central. Paul Kaba-Thieba a notamment mis en exergue l'idée de créer un environnement favorable à l'émergence des entreprises privées pour une plus forte croissance économique. Les défis de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'accès à la santé et des infrastructures sont également à relever pour booster l'indice de développement durable du Burkina Faso. Gérard Sommet et Ismaël Diloma Sirima ont suivi la séance d'explication pour nous. Face aux forces vives de la région du plateau central, Paul Kaba-Thieba se soumet une fois de plus à l'exercice de présentation du Plan national de développement économique et social, PNDS. Il invite ici les acteurs de la région à élaborer les plans régionaux et communaux de développement conformément à la vision du PNDS. Selon le chef du gouvernement, ce plan devrait permettre de réduire le nombre de Burkinabés vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Ce plan vise à réaliser ce qu'on appelle une croissance forte, une croissance durable, une croissance inclusive. Les discussions avec la population de la région du plateau central ont duré près de 6 heures d'horloge. Occasion pour ces populations d'interpeller le Premier ministre sur les problèmes de commercialisation de la tomate, de la drogue dans les milieux de jeunes, ainsi que des questions de sous-emploi. Ça montre vraiment qu'il y a une adhésion forte et une volonté de travailler aux côtés du gouvernement, avec le gouvernement, pour transformer la société burkinabé, pour transformer l'économie burkinabé. Pour faire de cette transformation une réalité, Paul Kaba-Thieba a annoncé aux populations du plateau central que son gouvernement prévoit 1300 milliards d'investissements nouveaux pour le compte du budget de 2017. Les régions du Burkina s'interrogent justement sur la place et le rôle des collectivités régionales dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le 3e congrès de leur association qui s'est ouvert hier à Ouagadougou devrait mener le débat sur la question. On évoquera également la remise en selle de l'organisation qui a senti passer le vent de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Moussa Ouedraogo, Kafouniba Christian Sommet avec la complicité de Moumouni Soubega. La mise en œuvre du PNDS, le plan national du développement économique et social, est à l'ordre du jour du 3e congrès de l'ARBF, l'association des régions du Burkina. Depuis le lancement du processus de décentralisation en 2006 au Burkina, les priorités en matière de développement demeurent nombreuses au niveau local. Le congrès place de ce fait la question au centre des réflexions. Le thème « Place et rôle de la collectivité région dans la mise en œuvre du PNDS » voudrait dire qu'il faut qu'on montre à terme aux nouveaux conseillers régionaux et à la population quelle est réellement l'implication de la région dans la mise en œuvre du PNDS. À ce titre-là, il y aura d'abord un premier panel sur le rôle du conseiller régional dans la mise en œuvre du PNDS. Et ensuite, il y aura également la place qu'occupe la région dans la mise en œuvre du PNDS qui seront animés par 2 animateurs qui viennent du ministère de tutelle qu'est le ministère de la décentralisation. Au regard des objectifs visés des enjeux du congrès, le département de tutelle promet son soutien à l'association des régions du Burkina.
Je souhaite simplement qu'à l'issue de ce congrès, il y ait des responsables qui puissent animer convenablement cette structure, qu'elle puisse atteindre ses objectifs. C'est en 2007 que l'ARBF a vu le jour. Elle tient son 3e congrès après la suspension de ses activités en novembre 2014 suite à la crise politique que le pays a vécue. L'ouverture des travaux a connu la participation des associations sœurs du Niger et de la Côte d'Ivoire. La rencontre prévoit également le renouvellement du bureau de l'association. Comme annoncé, nous recevons sur notre plateau le professeur Filiga Michel Savadogo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, pour parler essentiellement de la rentrée universitaire 2016-2017. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Douagneau. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci bien. Monsieur le ministre, on a vu les syndicats des enseignants du supérieur et le gouvernement qui étaient chez le Premier ministre il y a 2 jours pour l'accord sur lequel, les accords sur lesquels les négociations ont abouti. Quel est le bilan de ces négociations, monsieur le ministre? Si vous pouvez nous rappeler les points saillants de ces négociations. Merci bien. Vous savez que les négociations se sont déroulées en 2 phases. Une première phase en mai-juin, au cours de laquelle nous sommes parvenus à signer un protocole d'accord qui aborde l'essentiel des préoccupations financières des syndicats de l'enseignement supérieur. Mais un certain nombre de points avaient été réservés pour des négociations en septembre. Et le 6 septembre, nous avons pu commencer ces négociations en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les négociations ont permis d'aboutir à un accord, disons, qui recense les points d'accord. Mais aussi, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas entendus, mais on ne peut pas dire que ce soit grave. Les points d'accord, très succinctement, concernent les enseignants à temps plein, qui sont souvent des enseignants de l'université qui n'ont pas de doctorat et qui ne peuvent pas évoluer dans l'enseignement supérieur, où le doctorat est un peu le minimum pour évoluer. Et donc, des mesures sont prévues pour leur faciliter cette évolution. Ensuite, ça concerne aussi les voyages d'études qui sont un droit prévu par les textes et nous avons procédé à l'extension du domaine de ces voyages d'études-là. Il y a aussi des points d'accord sur la gouvernance qui est l'ensemble des questions du bon fonctionnement des universités et à l'intérieur des universités, des établissements d'enseignement supérieur. D'autres points n'ont pas fait l'objet d'accord, oui, mais qui sont restés en suspens. Par exemple, toutes les mesures que nous prévoyons de prendre pour résorber les retards n'ont pas fait l'objet d'accord, pour des raisons simples. Parce que pour les syndicats, il s'agit de mesures qui relèvent des prérogatives du ministère de l'Enseignement supérieur, des présidents d'université, des chefs d'établissement. Dans ces conditions, les syndicats estiment qu'il n'est pas utile de faire un accord entre les syndicats et le gouvernement. Dans ce sens-là, ça nous donne les coups de franche pour prendre les mesures qui s'imposent afin de faire bien fonctionner les universités. Il s'agira, entre autres, de tout mettre en œuvre pour que les responsables soient véritablement responsables, entre guillemets, de manière à pouvoir éventuellement stigmatiser et pourquoi pas sanctionner ceux qui ne vont pas exécuter les obligations de leur charge. Dans ces conditions, nous sommes vraiment très optimistes, surtout que les négociations étaient l'occasion pour les syndicats et pour l'administration d'échanger, de se comprendre et aussi de se faire confiance. Alors, est-ce qu'on peut dire, monsieur le ministre, que ces points de désaccord, enfin, entre guillemets, ces points qui sont restés en suspens ne peuvent pas perturber le déroulement de l'année académique finalement? Est-ce que le climat est définitivement apaisé pour qu'on ait une année sans problème? Voilà. Nous pensons que le climat est apaisé puisque les syndicats ne sont pas opposés aux points qui n'ont pas fait l'objet d'accord. Mais pour eux, le rôle des syndicats n'est pas de rentrer dans les mesures qui relèvent de la compétence de l'administration. Donc, eux-mêmes, ils invitent le gouvernement, l'administration, les présidents d'université à prendre leurs responsabilités pour la bonne marche des universités, qui constitue aussi une préoccupation pour ces syndicats-là,
les syndicalistes qui sont aussi des personnes responsables, soucieuses de la bonne marche de nos universités. Alors, on va parler justement de la bonne marche des universités au Burkina ici. Et la récurrente question du retard ou de chevauchement demeure toujours. Comment vous envisagez, on en avait parlé une fois ici, mais plus précisément, on veut savoir ce que vous envisagez pour que ce retard-là soit définitivement résolu. Oui, alors effectivement, c'est une préoccupation des responsables des universités depuis déjà beaucoup de mois. En 2015, on avait déjà pris des résolutions fortes, malheureusement qu'on n'a pas pu mettre en œuvre parce que l'année a démarré par une grève des étudiants. D'ailleurs, nous comptons véritablement sur la compréhension des étudiants, sur leur esprit de préservation de l'intérêt général pour pouvoir dérouler cette année universitaire qui est une année charnière et qui va nous permettre de sortir de ces retards. Alors comment cela peut se faire? Il s'agit en fait d'arriver à une normalisation des années universitaires en octobre 2017. Pour cela, le maximum sera fait au cours de cette année pour rattraper les retards. S'il y a des retards d'1 mois, 2 mois, ça peut se rattraper et exécuter les 2 semestres d'enseignement et d'évaluation. Si les retards sont plus importants, peut-être qu'il s'agira de faire le dernier semestre, par exemple le semestre 2, et d'attendre la rentrée 2017 pour démarrer avec les nouveaux, donc la rentrée. Et pour donc les hypothèses où il y avait des années qui sont perdues, il s'agira de constater cette perte-là et de tout faire pour mettre tous ceux qui sont concernés en classe à partir du 1er octobre 2017. Cela peut amener à ce qu'en première année, on fasse un double flux pour pouvoir accueillir les étudiants. Les amphis n'étant pas extensibles à souhait, on les divisera en 2 groupes pour leur faire cours. Tel groupe le matin, tel groupe l'après-midi. C'est faisable, monsieur le ministre? C'est faisable. Réellement, oui. C'est faisable. Réellement, c'est faisable. Dans la mesure où, par exemple, l'université de Dakar, qui est quand même une référence dans la sous-région, pratique ce système-là, par exemple, en droit, en sciences éco, depuis déjà 15 ans. Parce qu'en première année, il peut arriver que l'université de Dakar ait 8000 étudiants en première année de droit et c'est géré. Bien sûr, ils ont un système qui permet un peu de décanter les effectifs pour la 2e année. Donc toutes ces mesures-là ont fait l'objet d'études par les présidents d'université et les vice-présidents. Et ce sont ces mesures-là que nous avons exposées aux syndicats qui ont dit non, vous pouvez les mettre en œuvre, ça c'est votre responsabilité. Et je pense que même sans en faire un point d'accord, je pense que les syndicats vont s'investir au succès de ces mesures-là qui sont salutaires pour tout le monde. Je pense que si on est enseignant dans une université dont on ne sait pas quand commencent les cours, quand finissent les cours, c'est sûr que ce n'est pas une bonne position. Pas évident. Alors, comment se passe l'inscription des nouveaux bacheliers, monsieur le ministre? Alors, l'inscription, là, une des phases importantes consiste à faire les demandes d'inscription qui seront analysées par les établissements. Et ça, c'est déjà fait. Par exemple, l'université de Koudgou a déjà réceptionné les dossiers et a déjà retenu ceux qui vont s'inscrire là-bas. Mais nous leur avons demandé de faire un effort supplémentaire de manière à ce que nos effectifs soient relativement équilibrés sur l'ensemble de nos universités. Et comme vous savez aussi, le Ouaga 2 en 2017 va pouvoir s'ouvrir avec les travaux qui ont repris. Nous voulons transformer les centres universitaires de Fada, de Ouaïguia et de Dédougou en universités autonomes. Actuellement, elles ont autour de 500 étudiants. Il s'agit de les faire passer à 1000, 1500 ou 2000. Donc tout ça va décharger un peu l'université Ouaga 1. Alors, et ces nouveaux inscrits-là devraient patienter jusqu'à quand pour commencer les cours? Pour commencer les cours, il y en a qui vont commencer bientôt. Vous savez qu'il y a des établissements qui n'ont pas de retard, comme l'IBAM.
Il y en a où les retards sont faibles, comme en médecine et en pharmacie. Donc bientôt ça va commencer. La médecine de Bobo n'est pas en retard. Donc ceux qui ne sont pas en retard vont commencer le 3 octobre. Ceux qui sont en retard vont mener les opérations de rattrapage des retards à partir du 3 octobre. Donc nous invitons la presse à couvrir les événements de la rentrée, donc le lundi 3 octobre. Je voudrais qu'on parle maintenant des bourses d'études, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut parler de ces bourses-là, comment c'est octroyé, quelles sont les conditions d'octroi? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a un flou autour de tout ça. Oui, alors moi-même, je souhaite ardemment que l'occasion soit donnée pour vraiment développer à fond sur cette question. Mais je peux, en quelques mots, vous donner une synthèse de la situation. Pour les nouvelles bourses, donc, il y en a 2000 pour tout le monde, tous les nouveaux bacheliers, et il y a 300 bourses qui sont réservées aux filles. Cela veut dire que l'on attribue les bourses essentiellement en fonction de la moyenne. Donc, évidemment, celui qui a 17 de moyenne va passer avant celui qui a 16, qui a 15, ainsi de suite. Et lorsqu'on atteint le nombre qu'on a arrêté, parce qu'en fait, les 2000 bourses, ça comprend les bourses pour les bacheliers, mais aussi les bourses intermédiaires. Donc, pour le master, pour le doctorat. Évidemment, le gros lot, environ 1400, c'est pour les nouveaux bacheliers. Donc, ça veut dire que pour les autres, c'est nettement plus limité. Et ce qui se passe, par exemple, alors je peux vous donner schématiquement. Pour l'extérieur, il y a des pays amis qui nous donnent des bourses. Par exemple, le Maroc, régulièrement, c'est 50 bourses. Cette année, on a fait la ventilation de façon transparente. J'espère que ça va se poursuivre. Par exemple, le bac D, il y a 25 qui ont été retenus parce que plus de 50% des bacheliers ont le bac D. Et la moyenne pour avoir ce bac marocain? Oui, alors vous avez la major qui a eu le bac marocain avec 17,75, le vice-major avec 17,45, etc. Et le dernier des 25 a eu 16,65. Ah oui. Du coup, les gens sont surpris quand ils ne vont pas voir les listes affichées parce que celui dont l'enfant a 14 estime que son enfant est extrêmement brillant. Mais là, il est véritablement loin du compte. Hein. Donc, le dernier, donc, c'est 16,65. Et il y a eu le bac C où on a retenu 5 ou 6. Je pense que dans les années à venir, leur quota va s'accroître parce que ce sont des filières, des spécialités du moins qu'il faut promouvoir. Hein. Donc il y a l'Algérie, 27. Ce que je veux vous dire, c'est que les meilleurs, évidemment, veulent sortir. Donc les meilleurs ont eu les bourses marocaines, algériennes, tunisiennes, égyptiennes, et puis il y a Cuba qui donne 2 bourses pour la médecine. Donc ça a été traité aussi. Ce sont les meilleures moyennes. Et on est sûr qu'il y a de la transparence. On est sûr, c'est-à-dire que c'est... Quand on voit qu'il y a il y a beaucoup de spéculation en Alors, réalité. voilà, ce que je dois vous ajouter aussi, donc c'est véritablement très transparent et tout est affiché. J'ajoute qu'avant, il y avait des bourses qu'on appelait les bourses spéciales. Un certain nombre, le texte a prévu que c'est 8% de l'enveloppe des bourses qui étaient des bourses spéciales. Et nous-mêmes, nous avons trouvé que ça posait problème. Et ça fait que depuis le mois de novembre, on avait suspendu l'attribution de ces bourses. Ensuite, l'ASE-LC est passée et a recommandé la suppression de ces bourses. Et les plus hautes autorités, après analyse, ont estimé que c'était bon qu'on supprime ces bourses spéciales-là. Parce qu'elles reviennent cher quand vous envoyez quelqu'un au Canada. Ça coûte autant que 15 bourses à Ouagadougou. Et ce n'est pas toujours très juste. Hein. Donc, c'est une position très, très claire. Peut-être ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que dans nos projets, nous voulons qu'on crée quand même une nouvelle catégorie de bourses qui sont des bourses d'excellence qui permettront aux plus brillants de pouvoir aller en France, au Canada, parce que c'est bon qu'on ait un peu de souplesse. Nous voulons aussi que nos partenaires accroissent le nombre de bourses extérieures. Monsieur le ministre, pour finir, on va vraiment parler de l'université Ouaga 2. Vous disiez tout à l'heure que le chantier a repris. Mais est-ce qu'on peut compter vraiment sur ça pour l'année prochaine? Parce qu'on sait que c'est l'une des solutions, en tout cas, aux problèmes que connaît l'université, les études universitaires ici.
Alors, nous sommes optimistes parce que c'est sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que les différents contacts ont eu lieu avec les chefs traditionnels, avec les maires, avec les personnes ressources. Et nous sommes parvenus à un accord qui consiste à tenir compte des revendications des populations. Donc, par exemple, certainement à terme, on va redimensionner la superficie pour prendre le moins de champs des populations et l'espace qui va rester va largement suffire. Nous avons prévu aussi, c'est budgétiser l'enveloppe pour dédommager les populations de façon comparable à la pratique du pays concernant d'autres expropriations. Donc, le climat est vraiment serein sur le terrain. D'accord. Monsieur le ministre, en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la rentrée universitaire 2016-2017. Merci à vous. Et normalement, tout devrait bien se passer. Le climat est suffisamment apaisé. Et on compte sur vous-même. Merci, monsieur le ministre. Et toute la population. Et vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Le chef de mission de la Banque ouest africaine de développement résident au Burkina prend les nouvelles de chantier de 2 projets de développement financés par la BOAD à Ouagadougou. Il s'agit du projet d'aménagement de la section urbaine de la route nationale numéro 4 et celui de réhabilitation des installations de traitement d'eau potable à Paspanga, financé à hauteur d'environ 23 milliards de francs CFA par la BOAD. Mokhtar Ouedraogo et Aimé Solange Digman ont suivi la visite. Les travaux à réaliser pour l'aménagement à double voie de la section urbaine de la route nationale numéro 4 allant du croisement de l'hôpital à l'échangeur de l'Est, ici présenté à la chef de mission résidente de la BOAD. C'est un projet financé à 97,7% par cette institution, soit 18 milliards 500 millions de francs CFA. Il vise essentiellement la décongestion du trafic dans la ville de Ouagadougou. Au début du chantier, on n'a qu'à 5 mois de démarrage du chantier. Le pourcentage de travaux est actuellement là à 10%. 10% avec, comment dirais-je, ce que vous voyez aussi comme installation. L'installation qui est terminée et tout ce qui est comme ouvrage qui peut être préfabriqué à l'entreprise qui est en train d'être fait. La Banque ouest africaine de développement a également soutenu le projet de réhabilitation et d'extension de la zone d'influence des installations de traitement d'eau potable de l'usine de Paspanga à hauteur de 3 milliards 232 millions de francs CFA. Entièrement réalisées, ces installations améliorent l'accès à l'eau potable de la population de la capitale. Ce projet de réhabilitation nous a permis de passer d'un débit horaire de 1600 à 1700 à un débit horaire de 2300 aujourd'hui, ce qui fait quand même une augmentation sensible et qui a permis d'augmenter la production et d'améliorer le service aux clients. Ces installations nous ont permis effectivement encore d'améliorer le processus de traitement de l'eau à la station pour sortir une eau qui est conforme aux normes de la qualité en vigueur au Burkina Faso. Quand nous voyons que tout le matériel, tout ce qui a été mis en place a rendu beaucoup plus facile le travail que faisaient les collaborateurs de l'ONEA. Tout est passé de façon automatique. Le financement a permis d'automatiser tout le traitement de l'eau potable aujourd'hui à Ouagadougou et nous pouvons que marquer notre satisfaction de cette belle réalisation. Nous avons également visité le projet d'aménagement en 2x2 voies de la route qui part du croisement de la RN3, RN4 jusqu'à l'échangeur de l'Est. Après avoir visité le chantier, nous avons bon espoir que nous serons dans les délais aussi à ce niveau-là. La fin des travaux d'aménagement est prévue pour fin octobre 2017. Le Burkina Faso s'apprête à accueillir le 12 octobre prochain le forum des emballages dont le thème met la qualité de l'emballage en rapport à la compétitivité des entreprises à l'exportation. L'Agence pour la promotion des exportations annonce l'événement qui devrait connaître la participation de 4 pays des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. L'annonce a été faite à la presse. Nous suivons Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Emballage de qualité, facteur de compétitivité des entreprises à l'exportation. Tel est le thème qui réunira pendant 3 jours une dizaine d'entreprises de fabrication d'emballage. Objectif,
montrer leur savoir-faire aux petites et moyennes entreprises et industries de transformation des produits locaux. À l'occasion, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres de conférences et de panels sur différents thèmes liés à la problématique de l'emballage. Ces rencontres vont aussi servir de cadre de formation et de sensibilisation sur l'intérêt de l'emballage pour l'entreprise exportatrice burkinabé. Deuxième activité, des rencontres B2B. Troisième activité, d'une exposition d'échantillons d'emballage. Enfin, la dernière activité, c'est des visites d'entreprise. Selon Sibiri Sanou, la compétitivité d'un produit sur le marché dépend non seulement de sa qualité, mais également de sa présentation. Le choix de l'emballage s'avère donc déterminant pour un produit qui se veut être prisé sur le marché. Ce forum sera également l'occasion pour les PME et PMI de promouvoir leurs produits. Alpha Blondy sur la scène du stade municipal de Ouagadougou, c'était hier soir pour un concert attendu des mélomanes de la capitale burkinabé. La star du reggae a interprété plus d'une dizaine de chansons pour le bonheur de son public. Les temps forts de la soirée avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. Je ne chanterai pas Norbert Zongo. Ce sont les mots d'Alpha Blondy à ce concert de Ouagadougou. Waribana, Crime spirituel, Cocody Rock, Suite Fanta Diallo ou encore Brigadier Savary, ce sont là des chansons parmi tant d'autres qu'Alpha a interprétées en live avec son groupe The Solar System. Non, c'était magnifique, on s'attendait à un super concert, on n'a pas été déçus. Je connais son répertoire par cœur et à chaque fois on n'est pas déçus. C'est la deuxième fois que je vois Alpha Ouaga et c'est aussi bien que la première fois que je l'ai vu. Pendant son concert, le reggaeman a également interpellé les politiques et les peuples africains à toujours s'investir pour la stabilité politique qui, selon lui, est pourvoyeuse de stabilité économique et sociale. En dépit du poids de l'âge, Blondy reste Alpha. C'est Alpha Blondy qui s'est bonifié avec le temps. Vous avez remarqué, malgré ses 63 ans, la voix est toujours limpide et puis il a toujours ces petits jeux de jambes qui sont en place. Donc je pense que pour le grand public qui a répondu favorablement et qui a repris les chansons avec lui, bon, tout va bien. Sam Skaldeya, Sana Bob et Dia Verouti ont assuré la première partie du concert. Après Ouagadougou, Alpha Blondy est attendu dimanche à Bobo Dioulasso pour sa dernière prestation. Voilà, c'est sur ces notes musicales d'Alpha Blondy que nous refermons ce Midi Magazine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.